accepter une offre, la refuser, soumettre une contre-offre, c'est une des responsabilités les plus importantes pour l'avocat en droit du travail lorsque le client lui soumet une offre qu'il a reçue de l'employeur ou encore lorsque le client demande des conseils quant à savoir quoi faire suite à un congédiement. Dans la capsule 1 de cette série sur le congédiement en droit québécois, on a vu les grands principes. Capsule 2, on a vu comment fonctionnait la plainte aux normes du travail pour congédiement sans cause. Ce serait peut-être pertinent que vous regardiez ça avant de commencer le visionnement de cette capsule. Série 3, nous avons parlé, n'est-ce pas, du harcèlement psychologique, quelque chose qui peut être important pour les gens qui ont subi un congédiement, mais en même temps qui peut couvrir d'une manière distincte certains salariés spécifiques. Et dans cette capsule, on veut parler de la fin d'emploi et des indemnités qui peuvent s'y rattacher. J'utilise dans le titre de cette capsule « Indemnité de fin d'emploi », mais il y a plusieurs termes qui sont tout aussi bons les uns que les autres qui peuvent trouver application dans votre cas. Par exemple, quand on parle du Code civil du Québec, le terme, entre guillemets, officiel, le terme propre, c'est « délai de congé raisonnable ». J'expliquerai dans un instant qu'est-ce que c'est. Quand on parle d'une plainte aux normes du travail, ça peut être une indemnité qui tient lieu de la réintégration. Je pense qu'on peut, d'une manière très prudente, parler d'indemnité de fin d'emploi pour que tout le monde se comprenne, mais sachez que ce n'est pas non plus un terme qu'on retrouve à proprement parler dans la loi parce que c'est un régime qui vise à compenser et ce n'est pas une indemnité. C'est subtil, mais il y a une différence. Tout ça pour dire que j'ai aidé énormément de personnes, des centaines probablement, à répondre à des offres de fin d'emploi, les aviser, est-ce que vous devez aller aux normes du travail? Est-ce que vous devez plutôt y aller avec l'angle du Code civil? Et sans dire qu'il y a un côté ésotérique à ça, c'est pas ça, mais il y a un côté vraiment feeling, si vous me permettez l'anglicisme, il y a un côté d'instinct. Et vous ne m'entendrez jamais dire ça d'autre chose. Mais en matière de droit du travail, quant à savoir, c'est comme un peu un petit tournevis, on veut rentrer dans la vis, là. Le but c'est d'avoir la meilleure indemnité possible. Est-ce qu'il faut frapper fort? Faut que tu donnes une claque pour que tout tombe? Est-ce qu'il faut y aller avec une petite pincette? Est-ce qu'il faut prendre le téléphone et appeler l'avocat? Est-ce qu'il faut faire un recours pour montrer qu'on est sérieux? Est-ce qu'il faut peut-être accepter la contre-offre parce qu'elle ne reviendra pas? Est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, relancer haut, commencer bas? Souvent, je prends un certain temps aux clients à mon bureau pour leur expliquer ma vision des choses pour leur dossier. Avec la carte Frimé et le vecteur principal qui est est-ce qu'ils peuvent trouver un emploi rapidement au même salaire, ce qui va guider mon avis. Alors c'est déjà un défi, je dirais pas pour moi de m'expliquer mon propre raisonnement, parce que c'est vraiment une question de feeling. Quel genre d'employeur? Hein? Est-ce que c'est-tu CGI, c'est-tu Bombardier Aéronautique, c'est-tu le casse-croûte chez Tipol? Il y a différents impondérables. Alors, de vous l'expliquer dans une vidéo relativement courte, c'est un défi, mais je vais essayer de le faire. Mais sachez que je veux que vous compreniez les grandes lignes et que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui s'explique facilement. C'est comme un peu... il y a des jeux de cartes, là, puis on peut tirer plusieurs cartes, hein, puis dépendant de la carte qu'on tire, ça va arriver à différents résultats. La dame de pique, par exemple. Le point que je veux faire au risque de m'éterniser dans ce préambule, c'est qu'il y a plusieurs impondérables. Généralement, les gens qui ont un emploi, qui paient disons que je parlerais d'un emploi là, qu'ils ont eu depuis longtemps. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une usine à 55 000 en région ou à Montréal, qui a 55 ans, qui a subi du harcèlement, qui, n'est-ce pas, a été congédié parce qu'on ne l'aimait pas. Il y a un nouveau boss sur le quart de soir qui... il y a un conflit avec le dit salarié, le client. Il se fait congédier. Lui, il n'est pas intéressé, quand bien même il recevrait 1 an de salaire, de compensation, d'indemnité de fin d'emploi, de délai de congé. Ça ne l'intéresse pas. Il reste 10 ans à faire avant sa pension ou 10 ans avant sa retraite. Lui, il faut qu'il aille pour la réintégration. Il n'y a pas le choix. On va faire la plainte aux normes du travail en vertu de l'article 124 dans les 45 jours, puis on va demander qu'il soit réintégré. Puis si l'employeur ne veut pas, on va le faire, le procès au tribunal administratif du travail, que ce soit moi qui le représente ou l'avocat gratuit du gouvernement. Ça, je pense que vous me suivez peut-être un peu. Quelqu'un qui adore son emploi, ça fait 8 ans qu'il est là, mais lui, c'est sa vie. Il travaille, je ne sais pas, dans une OSBL, il aide les personnes du 3e âge. Il n'est pas intéressé, lui, à recevoir une indemnité. Il n'est pas intéressé à poursuivre sa carrière. Lui, on va y aller pour la réintégration. Puis
Puis si lors du processus de la réintégration, on voit la capsule 2, par exemple, en médiation ou avant le procès, il y a un changement d'âme, il est dégoûté parce qu'il pense que, disons, la confiance est rompue, comme je le mentionne, il change d'idée. Il pourra toujours, au lieu d'aller pour la réintégration, il pourra toujours y aller avec une indemnité qui pourrait ressembler à l'indemnité sous le Code civil. Et, n'est-ce pas, cette indemnité-là pourra être déterminée dépendant de plusieurs facteurs. Par exemple, est-ce qu'il a trouvé un emploi? La date de l'audience, parce que souvent, ça va être le rétroactif entre la date de la plainte et l'audience, moyennant, c'est-à-dire sujet à soustraction de ce qu'il a gagné ailleurs ou ce qu'il aurait pu gagner ailleurs. Hein, il y a beaucoup de si. Et aussi, il va y avoir, si la personne est réintégrée, ou même s'il y a une indemnité qui tient lieu de réintégration, il va y avoir un calcul, peut-être 2 à 3 semaines en plus, de ce qu'il peut avoir perdu par année de service. Il va y avoir une indemnité aussi. J'entre pas aussi, moi, dans le cadre des indemnités statutaires de la loi sur les normes du travail, qui sont le minimum, parce que c'est, je dis pas que c'est des miettes, là, mais par exemple, quelqu'un qui cumule beaucoup d'années de service, il peut avoir jusqu'à 4 ans. Jusqu'à 8 semaines, dis-je, d'indemnité des normes du travail. Un peu moins, si tu travailles un peu moins, ça peut être moins de semaines. Et les indemnités statutaires sont importantes. C'est les indemnités minimales qui sont versées, qui doivent l'être versées d'habitude automatiquement, sauf si on est en motif d'un congédiement pour une faute très lourde. Donc, le point que je veux faire, c'est qu'il y a des indemnités, vous allez me dire, qui sont minimales, mais 8 semaines, c'est moins de 2 mois. C'est pas quelque chose qui est matériel pour quelqu'un qui a... normalement, les gens qui viennent voir un avocat, c'est un peu tout le monde, mais souvent, ça va être les gens qui vont avoir travaillé des décennies à un endroit ou plusieurs années. Et pour eux, quand bien même qu'ils qualifient pour l'indemnité maximale statutaire des normes du travail de 8 semaines, c'est pas quelque chose qui est intéressant pour eux. Alors, je n'en traite pas beaucoup à part pour vous dire qu'il y a des indemnités minimales. Par exemple, si ça fait quelques années, vous pouvez avoir une semaine, quelques semaines, et c'est dans la loi sur les normes du travail. Assez clairement, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Vous pouvez aller voir si vous voulez savoir exactement le nombre de semaines auxquelles vous avez le droit. Tout ça pour dire que, mis à part les indemnités statutaires minimales, quelqu'un qui veut être réintégré, d'habitude, il n'y aura pas le choix, en fait, parce que le Code civil ne permet pas au juge de réintégrer le tribunal civil. C'est vraiment la disposition statutaire précise de l'article 124. Alors, quelqu'un qui veut être réintégré, il va faire sa plainte aux normes et il aura intérêt à être bien préparé pour le procès parce que les enjeux seront élevés. Quelqu'un plutôt qui travaille, par exemple, je vais donner l'exemple de CGI, Bombardier, IBM, nommer n'importe quelle entreprise d'envergure à Montréal ou ailleurs. Cette personne-là, 35, 40, 45, 50 ans, disons, cumule 10, 15 ans d'expérience dans la même boîte, peut-être même 5 ans. Même si vous cumulez 2 ans, même si vous cumulez 1 an d'expérience, vous avez le droit à un délai de congé raisonnable en vertu de l'article 2091. On va avoir les détails un peu plus loin dans cette capsule. Tout ça pour dire que, parce que là, je fais la différence entre la plainte aux normes pour réintégration et le recours sous l'égide du Code civil du Québec. Et, n'est-ce pas, cette personne-là, elle veut trouver un autre emploi. Elle va probablement se mettre à envoyer des CV dès que le congédiement lui est signifié, peu importe la raison. Des fois, ça peut être sous forme d'un licenciement parce qu'ils ont des problèmes économiques. Puis quand on parle d'un licenciement, quand on parle d'un congédiement qui est causé par une rationalité économique, bien que l'employeur conserve le fardeau de preuve de prouver ça, disons que là, dans ce cas-là, c'est plus difficile, ou en fait, c'est très, très difficile, voire peu probable que la contestation sous l'article 124 de la loi sur les normes du travail va fonctionner. Je vous donnais l'exemple du patron et du client qui avait certaines tensions. Mais là, ça, ce n'est pas des raisons économiques. Là, tout ce qu'on parle de disciplinaire, tout ça, là, il y aura matière à débat. Mais pour revenir à M. CGI, M. Bombardier, Aéronautique, cette personne-là, souvent, c'est des gens des salaires peut-être un peu plus supérieurs, 110, 120, 80, 90 000. Ces gens-là, c'est le lot du salariat dans le système capitaliste. C'est un peu comme une échelle. Et souvent, ces gens-là veulent progresser dans leur carrière. Ils sont fâchés, ils sont vexés d'avoir été congédiés dans la plupart des cas, mais ils ne veulent pas forcer l'employeur à les reprendre. Ils savent que ça va être une ambiance tout à fait malsaine dans certains cas et ils veulent passer ailleurs. Puis surtout, je réitère, surtout quand on parle de licenciement économique, que c'est une restructuration comme il y en a tant, comme c'est légion dans les entreprises d'envergure, bien, ils savent qu'ils pourront, puis je leur dis, ils ne pourront pas contester aux normes du travail. De toute façon, ils sont ailleurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un package, c'est une indemnité. Et plus souvent qu'autrement, l'employeur va leur faire une offre de départ.
Je sais pas, ils travaillent depuis 15 ans. Peut-être qu'ils vont se faire offrir 7 mois, 8 mois, peut-être un an. Quand c'est un an, ça commence à être plus intéressant d'accepter. Peut-être que ce sera juste 6 mois. Et là, ce sera mon rôle de les conseiller quant à savoir est-ce que vous devez accepter, est-ce que ce serait pertinent de faire une contre-offre, que devez-vous faire, allez-vous trouver un emploi à court terme, si vous savez que vous avez un emploi dans 2 mois, vous êtes aussi bien peut-être de négocier un peu, là, parce que la première offre, c'est comme les assureurs, les employeurs, c'est toujours très bas. Il y a des exceptions. Il y a des cas où je recommande aux gens d'accepter la première offre parce qu'elle est si intéressante et elle est si juste. Mais dans 90% des cas, on va faire une contre-offre. Moi, j'ai jamais vu une situation où je faisais pour un client une contre-offre, jamais. Et l'employeur refusait et on ne pouvait pas revenir à la première offre. C'est-à-dire, oui, j'ai déjà fait des contre-offres et l'employeur a refusé. Mais dans ce cas-là, on peut souvent dire, moi en tout cas, à chaque fois, j'ai été en mesure de dire « Ah, c'est beau, on va prendre votre première offre. » Mais au niveau technique, sachez, n'est-ce pas, que le fait de refuser la première offre n'oblige pas l'employeur à la remettre sur la table. Dans les faits, selon mon expérience, parce que c'est quand même une négociation de bonne foi, disons l'employeur offre 8 mois, vous dites non, j'en veux 10, l'employeur dit non, ça ne sera pas plus que 8. Vous pouvez d'habitude, dans tous les cas que j'ai vu, dire ok, c'est beau, ma cliente va prendre 8, merci. J'ai jamais vu l'employeur dire non, 8 n'est plus disponible, merci, on se voit en cours. Mais c'est possible, sachez-le. Et j'étais en train de vous expliquer que souvent, ces gens-là vont vouloir une indemnité pour aller trouver un autre emploi ailleurs. Et là, ils auront intérêt à accepter 7, 8 mois ou un peu plus après une saine négociation. Souvent, les gens me mandatent. Je ne sais pas, ils vont me donner 1000, 1500 $ basé sur un taux horaire. C'est juste un agrégat de moyenne de ce que ça peut coûter que je vous explique. Puis je vais chercher souvent 6, 7, 8 semaines de plus. Des gens, c'est 2000 $ par semaine, par exemple, ou plus. Fait que ça vaut la peine. Il n'y a pas de garantie quand on fait affaire avec un avocat, sauf la garantie que je mets tous les moyens nécessaires pour vous. Mais bon, je ne suis pas garant du résultat. Tout ça pour dire que généralement, les clients rentrent plus que dans leur argent en faisant appel à moi pour négocier. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai fait énormément, je vous le dis, les fins d'emploi. Et c'est une question d'instinct. Je connais cet avocat-là. Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je lui dis mon prix final au début? Est-ce que je lui envoie les ébauches de ce que serait notre demande judiciaire? Est-ce que je lui dis, regarde, en plus, mon client, il a vu ça, puis il avait subi du harcèlement, puis il est arrivé ici, puis la secrétaire a fait ici avec ça, puis après ça, il a subi du harcèlement à cause de ça. Est-ce que j'utilise des faits pour aller chercher plus pour mon client, en autant que ça réponde, n'est-ce pas, aux normes éthiques et autres, par rapport à des choses qui concernent mon client et que je peux sommairement vérifier ou lui faire confiance qui était témoin personnellement? Oui, je vais tout utiliser pour que mon client ait la plus haute offre possible dans les normes et dans le raisonnable, certainement. Le but, quand le client dit que je ne veux pas être intégré, bien, le but, c'est de chercher le plus d'argent possible pour lui. Hein. C'est 1 plus 1 fait 2. Et dans un tel contexte, le client, s'il sait qu'il peut trouver un emploi au même salaire bientôt, va avoir intérêt à accepter l'argent. Là, il y a des principes, des bémols à ça, parce que de plus en plus, les employeurs, je ne devrais pas dire ça parce que j'espère que ça ne deviendra pas une pratique répandue, ils vont ajouter des clauses qui disent on ne vous le donnera pas d'un coup, on va vous donner sur 1 an, on va vous donner sur 8 mois, puis quand vous trouvez un autre emploi, ça s'arrête, ce qu'ils ont le droit de faire, en tout cas ce qu'ils ont le droit de demander, puis c'est conforme à l'article 2091, parce que c'est un régime pour compenser le manque à gagner. Ou ils vont dire, ben si tu trouves un autre emploi, disons après 4 mois, sur les 8 mois qu'on te donne, ben, tu vas avoir 50% de la balance. Des clauses qui font très peur, ça. Je vois ça, je viens bleu. Alors, espérons que dans les offres que vous allez peut-être recevoir, il n'y aura pas ces clauses-là, puis ce sera un montant qu'on vous paie un coup, puis également conseiller votre comptable, le consulter, dis-je, pour qu'il vous conseille, et peut-être mettre ce montant-là dans un REER, dans un fonds de travailleurs dépendant de votre âge. Alors, il y a moyen de faire ça pour que vous ne payiez pas de l'impôt tout de suite dans certains cas, parce que si vous recevez le 80 000, le 90 000, alors, vous allez payer 50% d'impôts ou plus. Ceux qui disent, des gens qui disent, j'entends les gens dire, ah, c'est pas vrai qu'on paye 50% d'impôts au Québec. Faites l'addition de toutes les taxes à la consommation, tout ça. Alors, grosso modo, bon, peut-être dans votre cas, ça sera 40, 42, mais ça sera un gros montant, hein, parce que si vous recevez un montant, il y aura beaucoup de déductions à la source, sachez-le. Et faites pas le saut si l'argent que vous recevez, c'est pas net. Hein? Il y a des déductions à la source et l'imposition risque d'être le palier maximal, pardonnez-moi, qui près de 53%. Peut-être que ça va être moins dépendant. Tout ça pour dire que vous allez payer une partie
une bonne partie en impôts. Et c'est important que vous budgétez les choses en conséquence pour peut-être regarder d'autres mécanismes, comme le mettre dans votre REER si vous avez l'espace disponible. Il y a aussi des avantages que vous pouvez négocier. Souvent, les gens ont une assurance, des fois une assurance vie, puis ils ont un délai pour la capitaliser ailleurs, pour la convertir, dis-je plutôt. Et vraiment, regardez vos assurances aussi. Regardez aussi si vous ne pouvez pas négocier souvent une lettre de fin d'emploi. Ça vaut souvent des dizaines de milliers de dollars, ça. Et moi, je suis en mesure souvent de négocier le texte ou les mots-clés et l'engagement aussi pour l'employeur de donner des bonnes références au niveau oral aussi si des gens appellent. Ça peut valoir cher aussi, ça peut jouer dans la négociation. Peut-être que l'employeur ne veut pas rajouter 8 semaines de plus sur les 40 qu'il vous offre, mais peut-être qu'il peut rajouter une lettre de référence signée par le président. Il peut y avoir ce genre d'entente-là également qui s'orchestre. Sachez aussi que si vous recevez de l'assurance emploi, vous allez devoir rembourser ce que vous recevez en indemnité. Sauf, ça c'est le genre de truc et astuce que je vous donne qui vaut cher, sauf si vous réglez après avoir déposé une plainte aux normes du travail, vous pouvez obtenir une somme en échange d'une renonciation à la réintégration qui, elle, ne sera pas remboursable à l'assurance emploi. Vous pouvez collecter l'assurance emploi et l'indemnité de fin d'emploi. La formulation et les détails de ça sont du cas par cas et peut-être que ce ne sera pas l'ensemble du montant, mais c'est de bon augure pour vous de savoir qu'il y a moyen de collecter l'assurance emploi et obtenir l'indemnité si vous avez fait une plainte au nom du travail, par exemple, si votre dossier se règle en médiation. Voir la capsule 2 à cet égard. Alors, peut-être qu'on serait rendu au stade de lire l'article 2091 du Code civil. Encore une fois, ça c'est pour les gens qui ne veulent pas être intégrés, qui veulent plus l'argent. J'aurais peut-être pas le temps de vous expliquer dans cette vidéo-ci un peu la stratégie que j'emploie souvent, qui est de faire passer les gens par la plainte aux normes du travail pour déclencher un processus qui est moins cher, qui est organisé par l'État, nommément la médiation, quand il y a un harcèlement psychologique, nommément l'enquête, pour mettre la pression maximale sur l'employeur, évidemment quand les faits que j'ai devant moi me permettent de le faire. Et également, il y a tellement un processus, c'est comme un train qui part de la station, puis qui est une médiation. Après ça, l'enquête, c'est un harcèlement psychologique. Après ça, la soumission du dossier au tribunal administratif du travail, la conciliation. Il y a tellement un processus qui est engagé, qui est plus rapide et qui est moins cher. Moi, si je rédige une procédure à la Cour du Québec, à la Cour supérieure, il y a des frais qui sont plus importants que si je dépose pour vous la plainte au nom du travail. C'est évident. Alors, il y a des gens qui peut-être que leur but, c'est pas d'être intégrés, ou qui sont indécis, disons, mais qui vont déposer une plainte pour être intégrés au nom du travail, pour mettre la pression maximale sur l'employeur, pour peut-être en arriver à un règlement. Hein, ça, c'est possible, disons. Si vous voulez sauvegarder vos droits, vous dites que vous voulez être intégré, sans nécessairement que vous soyez sûr que vous voulez l'être. Vous pouvez voir comment la situation va, puis changer la réintégration pour une indemnité de fin d'emploi. Je parle du processus aux normes. Alors, il y a une décision à faire toujours où on va. Je vous explique au début, c'est difficile à expliquer, c'est du cas par cas. Mais si les gens décident d'y aller avec le Code civil, souvent, on va essayer de régler le dossier à l'amiable. Je ne devrais pas dire ça à mes amis employeurs ou les avocats collègues des cabinets nationaux qui représentent les employeurs, mais souvent, la réalité, c'est que on ne veut pas poursuivre à la Cour supérieure, à la Cour du Québec. On veut un règlement. C'est juste ça que je ne devrais pas dire ça. On veut un règlement, n'est-ce pas? On veut un règlement. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire parce que les difficultés d'un recours, le fait que les frais d'avocat ne sont pas remboursés, le fait que c'est beaucoup plus long à la Cour civile, le fait que par le temps qu'on arrive au procès, ça se peut que vous avez trouvé un autre emploi, souvent on veut régler le dossier à l'amiable. Mais c'est pas comme ça qu'on le présente à l'autre avocat, mais je vous le dis parce qu'on est entre nous, n'est-ce pas? L'option du Code civil, c'est souvent quelque chose qui va se régler à l'amiable parce que le fait de poursuivre, encore une fois, vous avez l'obligation de minimiser vos dommages et ce sera un critère qui peut être appliqué avec une certaine sévérité. Vous êtes obligé de trouver un autre emploi dès que vous démissionnez. Vous pouvez avoir un temps pour vous remettre, vous pouvez vous remettre quelques semaines de vos émotions, mais vous devez commencer à envoyer des CV. Vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quel emploi, mais des emplois similaires, vous devez faire des efforts réels. 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte notamment de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas du charabia, mais c'est vrai qu'il faut peut-être le lire 2 fois, cet article-là,
pour bien comprendre ce qu'il dit. Ce qu'il dit au fond, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Ce n'est pas codifier l'indemnité de fin d'emploi auquel vous avez droit. Vous avez entendu Pierre Jean-Jacques et Jeannette vous dire c'est 2 semaines par année de service. Ah, c'est 3 semaines par année de service. C'est pas vrai ça. Ça voudrait dire que quelqu'un qui est là depuis, disons, 20 ans aurait le droit à seulement 40 semaines. C'est peut-être 40 semaines qu'il a droit. Il y a peut-être droit à moins, il y a peut-être droit à plus, mais ce n'est pas une règle codifiée. C'est pas une règle qui est... C'est pas sot là, d'analyser ça de cette façon parce que généralement, il peut y avoir... ça peut être dans ces eaux-là. Mais de la même manière, par exemple, quelqu'un qui est là depuis 10 ans, mais qui a 60 ans, bien, il aura peut-être le droit à plus de 20 semaines. Généralement, plus on avance en âge, plus on arrive de 55 entre 55 et 63, disons, c'est les années qui vont être les plus payantes pour la personne en matière d'une indemnité parce que c'est plus difficile pour cette personne-là de retrouver un emploi. Quelqu'un qui travaille, par exemple, dans le domaine du jeu vidéo à Montréal, qui vient de se faire congédier pour Ubisoft par une restructuration, par exemple, eh bien, cette personne-là, n'est-ce pas, et que l'employeur est capable de faire la preuve qu'elle est beaucoup en demande, qu'il y a 2-3 autres bureaux qui s'arrachent ses services, mais elle ne qualifiera peut-être pas pour l'indemnité qui est plus longue. Parce que les circonstances de l'emploi, n'est-ce pas, les circonstances particulières dans lesquelles l'emploi s'exerce, la durée de l'emploi, et on voit dans la jurisprudence, c'est de l'âge, tout ça, l'éducation, c'est tous des facteurs qui peuvent... La manière dont... Est-ce qu'on est allé chercher cette personne-là chez un employeur adverse, puis on lui a fait promettre un rêve, puis après 1 an, on le met dehors, puis lui, il a laissé passer l'autre emploi qui était là depuis 18 ans. Mais même si cette personne-là est là depuis 1 an, le délai sera peut-être de plusieurs mois, voire même d'une année. Là, je parle de cas extrêmes. Là. Il y a pas il y a des fourchettes de raisonnabilité en jurisprudence, mais il n'y a pas de règles codifiées claires. Mis à part que le maximum qui était accordé jusqu'ici au Québec, c'est 2 ans. Alors ça, c'est vraiment le maximum, souvent des gens cadres supérieurs ou des gens qui ont été là très longtemps. Mais je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a travaillé à un endroit, disons quelqu'un a 60 ans, disons 57, travaille là depuis 35 ans. Disons, il y a un secondaire 5, une éducation modeste. À l'époque, on commençait à travailler plus rapidement. Il fait 65 000, il a toujours travaillé là. Et à cause de son secondaire 5, il a de la misère à se faire rembaucher ailleurs. Il est quand même plus âgé que jeune. C'est sûr que cette personne-là, malgré que ce n'est pas un cadre supérieur, va chercher une indemnité très très haute. 12 mois, 18 mois plus, on va toujours demander le maximum. Hein? On ne sera pas gêné de demander le maximum pour quelqu'un qu'on considère qui est dans une très mauvaise posture suite à la fin d'emploi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça dépend de plusieurs facteurs. Vous n'avez pas besoin d'être avocat pour vous poser la question aussi, est-ce que je suis dans le trouble à cause de mon congédiement? Est-ce que je peux vraiment avoir de la misère à me trouver un autre emploi? Est-ce que je suis plus dans la fleur de ma carrière ou je suis plus au crépuscule avant ma retraite? Est-ce qu'on m'avait promis quelque chose? Est-ce que, n'est-ce pas, j'ai les outils? Comment est le marché? Je veux dire, c'est tous des facteurs qui sont importants. Vous pouvez vous-même voir qu'est-ce qui est raisonnable ou non, mais la consulter un avocat, ça ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est accepter une entente qui est trop basse parce qu'on ne pensait pas que c'était possible d'aller chercher plus. N'hésitez jamais en fait à consulter un avocat. Et certainement, vous pouvez aussi même, sans évidemment recevoir un avis juridique personnalisé, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Et si c'est des questions d'ordre général, je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous demande aussi, si vous êtes rendu jusqu'ici, merci, de souscrire à ma page, de liker. C'est vraiment important. Et je sais que quand vous écoutez des vidéos, les gens vous demandent de faire ça. Mais dans mon cas, d'abord, je fais ça en français. Dans la population francophone au Québec, par rapport à l'ensemble nord-américain, c'est assez modeste. Alors, je ne pourrais jamais développer cette chaîne, par exemple, de la même manière que si j'habitais aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Donc, j'ai besoin au moins que les gens m'écoutent, souscrivent à ma chaîne et like. Et de plus, on est dans le très spécialisé, une chaîne d'avocats où je tourne dans mon bureau, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de montage. Donc, si les gens qui m'écoutent, au moins, ils peuvent, ça vaut cher quand même les conseils en général d'avocats, bien que ce que je dis ici, c'est plus de la pédagogie, mais c'est des conseils quand même qui peuvent être personnalisés à votre cas. Mais si les gens qui m'écoutent ne like pas ou ne souscrivent pas, je trouve aussi bien d'acheter ma caméra dans la poubelle. Alors, je compte sur vous, de me donner un petit encouragement pour que plus de gens voient ça et que ça devienne aussi intéressant pour moi que pour vous.
Alors, l'article 2091, on en a parlé. On a parlé dans d'autres vidéos également de l'article 2094. Une partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. Sachez donc, n'est-ce pas, que si vous avez commis une faute grave, on parle de vol, fraude, mais, et là c'est la discrétion judiciaire qui s'applique, mais si si vous êtes incompétent, je dis ça pas en vous attaquant, mais s'il y a des exemples ou des facteurs objectifs qui tendent à démontrer que vous êtes incompétent, que vous avez subi plusieurs avertissements, qu'une gradation des sanctions, que vraiment vous êtes plus apte à faire l'emploi, il y a des juges qui vont considérer que ça c'est un motif sérieux et il y a beaucoup de décisions en ce sens-là. Personnellement, je pense que quand on parle de motifs sérieux, ça devrait être des motifs perte de confiance, acte grave, insubordination, mais il semble que le manque de compétence, ça peut être aussi... mais sachez que ce critère-là est quand même plus difficile que facile à remplir et qu'il y a un fardeau de preuve assez difficile à rencontrer. Sachez que normalement, si on met un terme à votre contrat de travail à durée indéterminée, ce qu'on a le droit de faire, bien vous avez le droit à une indemnité de fin d'emploi. Je ne parle pas des contrats à durée déterminée parce que c'est quand même assez rare, c'est quand même pour des emplois plus courts, mais sachez que les règles d'indemnité pour les contrats à durée déterminée, dépendant de si on le résilie avant la fin, ça peut être différent. Moi, j'en parle pas parce que ça ne concerne pas le sujet d'aujourd'hui. Contrat à durée indéterminée, c'est quand vous êtes embauché, il n'y a pas de date de fin. Là. Vous êtes embauché, n'est-ce pas? C'est pas comme en France, il y a vraiment des distinctions spécifiques entre le CDI, c'est un autre régime. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand vous êtes congédié, quand on met un terme à votre emploi, à part si ça fait une très brève période de temps que vous êtes là, vous avez le droit d'habitude à une indemnité qui va varier selon l'expérience comme premier critère. Quelqu'un qui est là depuis 30 ans, ce n'est pas pareil que quelqu'un qui est là depuis 5 ans, mais selon d'autres critères qui peuvent être aussi subjectifs à vous, votre âge, les circonstances dans lesquelles c'est l'emploi, etc. La manière même que ça s'est terminé, ça peut indirectement jouer. Il y a aussi la possibilité de demander des dommages moraux dans des rares cas de quelques dizaines de milliers de dollars. Il y a comme un plafond jurisprudentiel. Si on vous a si on vous a congédié d'une manière cavalière, si par exemple on vous a escorté avec la sortie avec du goudron et des plumes, je mets ça imagé, mais disons que vous avez reçu un traitement qui était humiliant, qui était vexant. Par exemple, on envoie un courriel à tout le monde. Robert est congédié, il était temps. Bye bye Robert. Tu sais, de quoi de vraiment humiliant ou on vous a escorté avec des agents de sécurité devant tout le monde, avec des menottes, là, des cas qui sont déjà arrivés. Pas à moi, mais je veux dire que j'ai déjà été témoin dans les sources de droit, des gens qui sont humiliés, des gens qui sont maltraités, des dommages moraux. Mais comptez pas là-dessus, c'est pas le travail principal d'aller chercher ça, c'est vraiment l'indemnité de fin d'emploi. Donc, on a vu également, n'est-ce pas, que vous pouvez aller aux normes pour être intégré ou même demander une indemnité. Dépendant du genre d'emploi et du genre d'employeur, vous allez soit aux normes, dépendant aussi est-ce que c'est un licenciement ou c'est un congédiement à cause qu'on alléguait des fautes. Il va y avoir les normes du travail qui sont un processus qui est plus expéditif, peut-être moins coûteux. Il va y avoir le code civil, principalement avec l'objectif de négocier le dossier hors cours. Mais si ce qu'on vous offre, c'est pas intéressant, puis si vous avez de la misère à trouver un autre emploi, on va y aller avec l'indemnité de l'article 2091, puis on va y aller à la cour, puis souvent, c'est comme le banquier, quand on poursuit, les offres vont monter. Et encore une fois, c'est tout un art de conseiller le client quant à savoir accepter l'offre, tout ça. D'habitude, je ne sais pas, les employeurs et leurs avocats, je collabore souvent bien avec eux, puis ça m'étonne toujours à quel point les gens sont de bonne foi. Surtout les grosses entreprises, ils ont une culture de régler ça dans les règles de l'art. Les grandes entreprises, dans mon district à Montréal ou ailleurs, ils font preuve de fair play. Et si vous êtes congédié, comptez pas sur eux pour hausser leur offre si vous n'avez pas d'avocat par expérience. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste par expérience. Si on vous offre 40 semaines puis vous chialez à Ginette des ressources humaines, non. Si un avocat intervient, il va parler à leur avocat. Puis ensemble, on va monter ça un peu plus dans l'honneur de tous. Encore une fois, c'est ce qui arrive d'habitude, il n'y a pas de garantie. Mais franchement, j'ai une feuille de route que je trouve intéressante pour les gens. Au fond, moi, je charge, je veux dire, c'est les gens qui, au bout du compte, en profitent. Cela dit, il ne faut pas oublier que vous avez un délai pour la plainte au nom du travail qui est de 45 jours. Pour le Code civil, c'est 3 ans. Prescription triennale, l'article 29-25, mais vous avez intérêt généralement à travailler beaucoup plus rapidement que ça pour obtenir l'indemnité auquel vous pourriez avoir droit.
Alors, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. J'ai commencé ce vidéo-là qui dépassera maintenant 30 minutes en vous disant que c'était pas simple d'expliquer les choses. Je pense que peut-être tout ce qu'on a discuté, ça reflète ça. Est-ce que c'était décousu? Est-ce qu'on a fait du coq à l'âne? Peut-être, peut-être. Mais c'est la nature de ça. Tellement de facteurs. Et que ce soit moi ou un autre. Et je ne dis pas dans toutes les vidéos ça. Mais ça, c'est vraiment un cas où vous avez besoin d'un avocat. Si ça fait 15-20 ans que vous travaillez à un endroit, il y a de l'argent qui devrait être sur la table à votre nom dans une enveloppe. Et le but, c'est que l'enveloppe ait le plus de billets possible, au sens figuré, parce que c'est tout des chèques maintenant. Comptez sur moi pour vous aider si vous avez besoin. Et j'espère qu'au moins, vous avez pu comprendre quelques orientations. Parce que comme tous mes vidéos, ce n'est pas un cours de droit, je n'ai pas un PowerPoint ici, je n'envoie pas une petite feuille de cours. C'est une discussion à livre ouvert où je veux vous donner les grandes lignes. Pour que, moi je crois beaucoup que le cerveau peut être modifié quand on apprend des choses, même quand on n'écoute pas à 100%, puis que ça influe notre comportement. Je ne sais pas si c'est du behavioralisme ou du cognitif, mais ça c'est quelque chose que je crois beaucoup. Et j'espère au moins que ce contenu a pu vous aider. Et je vous dis à bientôt et merci.